Salut tout le monde, c'est quoi ce malaise? Qu'est-ce qui est en train de se passer à l'OM actuellement? Personnellement, je l'avais pas du tout vu venir, je comprends pas trop ce qui se passe. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai eu envie de faire l'analyse de cette équipe. Une équipe qui mi-février était deuxième de Ligue 1 avec 6 points d'avance sur Nice et Monaco. Là on est le 1er avril, l'OM est 3e derrière Monaco, sous la menace de Nice, Lille, Strasbourg. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais qu'ils avaient pris leur rythme, qu'ils allaient finir très fort. J'avais déjà abandonné tout espoir de deuxième place pour Monaco, l'équipe que je supporte. Force est de constater que je me suis trompé. On va essayer d'analyser ce qui se passe dans cette équipe et surtout voir à quel point l'avenir européen de cette équipe peut être potentiellement mis en danger. On se penche là-dessus tout de suite. On est là pour, je pense, une bonne trentaine de minutes. C'est parti. Première chose, il y a une surperformance qui questionne dans cette équipe. Ça, je l'avais noté depuis le tout début de saison. Et c'est quelque chose qui perdure encore actuellement. L'OM pour l'instant est 3e de Ligue 1. Mais si on regarde les stats avancées, au niveau des expected points, l'OM est en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6e de Ligue 1. Avec 44 expected points. Et surtout, l'OM a une surperformance de quasiment 5 points. C'est-à-dire que l'OM est à 49 points. Alors que le modèle, les modèles statistiques avancés leur en donnent 44. C'est derrière Lille, derrière Toulouse, derrière Nice, derrière Monaco. Donc il y a toujours cette surperformance. Cette surperformance, cependant, je sais qu'elle existe depuis le début de saison, j'ai été rechercher les chiffres. Au bout de 10 matchs, l'OM est 2e de Ligue 1, mais au niveau des stats avancées, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12e. Ils sont 12e avec quasiment 7 points de plus que ce que le modèle prévoit. Donc en fait, ça nuance la surperformance actuelle parce qu'en réalité, du coup, depuis la 10e journée, ils ont perdu 2 points par rapport à ce qu'ils devraient avoir. Donc la surperformance, elle est surtout due au début de saison où il y avait beaucoup de réglages. Et ça arrive souvent sur des équipes avec des nouveaux entraîneurs. Sauf qu'une fois que l'équipe prend son rythme de croisière, normalement, du coup, après, elle reste performante et on s'attend pas à ce que cette surperformance les desserve sur le long terme. D'ailleurs, quand on observe les 10 dernières journées, on se rend compte que Marseille a beau être 10e de Ligue 1 sur les 10 dernières journées avec 13 points pris, mais quand on rapporte ça aux stats avancées, on voit qu'en fait Marseille est 4e de Ligue 1 et a pris 5 points quasiment de moins que ce que les modèles prévoyaient. Donc la surperformance, la grosse surperformance du début de saison, elle n'est pas encore rééquilibrée, mais là elle est en train de le faire et là Marseille a été très mal payé sur les matchs tout récents. Donc ça c'est plutôt quelque chose de rassurant pour les supporters marseillais, parce que ok, l'OM est dans une mauvaise passe, mais statistiquement parlant, il ne mérite pas d'être dans une aussi mauvaise passe. Donc voilà, ça c'est plutôt quelque chose qui rassure. Au niveau des principes de jeu, c'est sans surprise une équipe très moderne. Première chose, moi j'ai pu regarder, donc je me suis basé surtout sur les matchs face à Reims et face à Lens. Le match contre le PSG, c'est trop une équipe hors sol en Ligue 1, le PSG, donc je trouve pas que les enseignements à tirer de ce match-là, ils servent réellement. Je préfère les analyser face à des équipes qu'elles sont plus susceptibles de rencontrer semaine après semaine, qui ont un niveau plus proche les unes des autres. Et donc du coup, voilà, on avait cette compo-là contre Reims, compo au sein de laquelle, évidemment, il manque un joueur fondamental qui est Emile Højbjerg. Donc le 3-4-3 classique de Marseille, sur le papier. En réalité, l'animation, c'est un peu différent. Le build-up est très moderne. On est sur du 3-6-1. 3-1-6, pardon. 3 joueurs en base de lancement avec Balerdi, Cornelius et Kondogbia. On a ici Rongier et puis on a cette ligne de 6, donc c'est un petit peu différent du système guardiolien qui est plutôt en 3-2-5. Là on est carrément sur un 3-1-6, mais ça existe aussi dans les principes modernes et c'est un système utilisé par plein de grandes équipes. Paris aussi joue comme ça de temps en temps. Voilà, l'objectif c'est d'occuper les interlignes ici et d'avoir un joueur dans chaque couloir de jeu. Donc l'aile, le demi-espace gauche, le centre, demi-espace droit et l'aile droite. Alors à noter, parce que avant que j'oublie de le dire, cette défaite contre Reims, il y a quelque chose quand même qu'il faut souligner, c'est que Reims a vraiment fait un excellent match. Vraiment, j'ai été assez impressionné par le sérieux dans le placement, dans le positionnement des joueurs rémois, qui ont justement verrouillé cette interligne ici, et empêché les Marseillais de trouver des passes entre la ligne des milieux et entre la ligne défensive. Vous voyez que l'espace est ultra proche entre les deux lignes. Ça a fait galérer les Marseillais et ça a été super bien fait par Reims pendant tout le match. Néanmoins,
on a quand même une des top équipes du championnat. Ils vont trouver des solutions. Ils ont notamment trouvé des solutions de cette façon-là, en sautant cette interligne et en faisant des appels dans le dos de la défense. Malgré la proximité de la défense et du gardien, ils ont réussi parfois à trouver des petits espaces, notamment sur cette passe ici, qui va être remise de la tête pour le joueur en troisième homme, qui décale ici sur Greenwood, et Marseille peut ouvrir le score au bout de 4 minutes 50. C'est sauvé sur la ligne par, je crois que c'est Kipré qui la sauve, qui la sort. Et donc là déjà, bon, on voit que même face à un bloc bas, l'OM peut trouver des solutions avec ce genre de circuit. Au niveau du pressing, c'est pareil, hein, c'est un pressing de top team. C'est chaque joueur qui met la pression, qui coupe les lignes de passe. Il y a un homme pour un homme quasiment. Et ça va permettre aussi à Marseille de se créer des occasions dans ce match-là. Ici, le pressing est parfait. La passe ici, elle est un peu dangereuse parce qu'elle est un peu longue. Et ça vient derrière, ça arrive derrière à 200 à l'heure. C'est intercepté ici par un Marseillais qui va pouvoir lancer une action ici qui n'aboutira pas. Mais c'est un premier pressing dans le camp de Reims qui est réussi. Vous voyez que là, il y a tout de suite une passe qui serait à faire ici. Ça peut être complètement létal, hein. On a un défenseur ici, là il n'est pas du tout hors jeu. S'il la met tout de suite ici, c'est une énorme occasion. Malheureusement, il va la mettre là et se la faire intercepter par ce joueur-là qui va sortir. Donc là, on a un mauvais choix qui gâche ce qui aurait pu être une très grosse occasion. Un peu plus tard, 20e minute, on a pareil, hein, ce très gros pressing. Là, les Rémois, il y a une solution de passe ici, mais il la fait pas suffisamment vite. Le ballon est intercepté, ça part tout de suite. Il y a Guiri qui va lancer Greenwood. Et puis là, on a cette action assez incompréhensible. Hein. Greenwood qui est ici, là, quand on voit cette position, on se dit, ok, bon bah là, c'est ficelle, c'est au moins tir cadré, quoi. Et Greenwood, il va faire un truc très bizarre qui est assez symptomatique du fait qu'il semble être en manque de confiance un petit peu et de repères en ce moment. Voilà, il prend le tir en étant dans cette position-là. Donc passer de ici, plein axe, à s'excentrer totalement ici pour shooter. Très, très étrange comme move de Greenwood. Occasion gâchée pour Marseille. Mais voilà, moi je connais pas trop l'OM. J'ai vu quelques matchs cette année, peut-être 3 de l'OM en tout. Alors là, du coup, pour la vidéo, j'en ai regardé 2 supplémentaires. Mais voilà, je connais pas trop cette équipe. Mais de ce que je vois sur les 20 premières minutes, je me dis, ok, franchement, c'est solide. C'est une équipe moderne. Bon, Reims défend bien, mais il n'y a pas trop de danger, quoi. Marseille est en contrôle. Pareil, sur les coups de pied arrêtés offensifs, je trouve Marseille vraiment très bon. Ils sont tous très bien tirés, les corners, face à Reims. À chaque fois, il y a un Marseillais à la retombée. Là, je vous en ai mis un seul, mais il y a eu plusieurs occasions qui auraient pu être dangereuses. Et là, il y a un deuxième sauvetage sur la ligne, sur la tête de Rabiot. Voilà, en 20 minutes, les Rémois ont fait quand même 2 sauvetages sur leur ligne. Marseille peut être déjà devant dans ce match, et en réalité, ce match-là, il peut très bien se finir sans aucune histoire. Donc voilà, donc une équipe au top. Alors, leur force sur les coups de pied arrêtés, c'est souligné par les stats dans ce match, hein, complètement aberrantes. 21 duels aériens gagnés sur 28, c'est juste monstrueux. Dans les duels au sol, bon, Marseille un peu derrière, mais c'est pas scandaleux. Donc franchement, je vois tout ça, je me dis, ouais, bonne petite équipe, franchement. Enfin, voilà, tout simplement. Après, je vais voir la stat sur toute la Ligue 1. Ben, ils sont premiers sur les duels aériens, premier de Ligue 1. 55% de duels aériens gagnés devant le PSG. Donc, une équipe, voilà, qui presse, qui sait construire avec des principes modernes, qui est bonne dans les duels aériens, qui est bonne sur coup de pied arrêté. Franchement, Marseille, je me dis, ok, ben, cette équipe, il y a tout ce qu'il faut normalement pour faire une très bonne équipe. Et en plus de ça, au-delà de tout ça, ils sont top 3 de Ligue 1 sur toutes ces statistiques-là. Possession, top 3 de Ligue 1. Passes progressives, donc les passes réussies de plus de 9 mètres, ils sont dans le top 3 de Ligue 1. Les courses progressives, donc les joueurs qui arrivent à porter le ballon sur plus de 9 mètres, balle au pied, ils sont dans le top 3. Et la création de tirs par 90 minutes, ils sont aussi dans le top 3. Donc bon, franchement, quand on regarde statistiquement comme ça, de loin l'OM, et même quand on les regarde jouer un petit peu, on se dit, ok, top team, De Zerbi, il a bien bossé. Là, dans ce match, à la création, ils sont menés à la mi-temps, ils ont encore un peu de banc, il y a Benasser qui va rentrer, ça va être un petit peu plus technique que Kondogbia pour organiser le jeu. Et voilà, il y a ce genre de solution, et on le voit, ben, du coup, la ligne de 3 en deuxième mi-temps, c'est avec Benasser entre Cornelius et Rongier. Donc c'est une équipe moderne, mais c'est une équipe qui, surtout, notamment dans ce match-là, va être quand même un peu timide, à mon goût, et va pas vraiment trouver la solution assez rapidement pour vraiment déborder les Rémois.
Déjà, il y a un truc qui m'a interpellé pendant le match, c'est ça, on est la 22e minute, et en fait, les 3 joueurs qui ont le plus touché de ballon, c'est Balerdi, Kondogbia et Cornelius. Et en fait, dans la phase de relance de Marseille, pourquoi je dis un peu timide, c'est que du coup, c'est surtout Kondogbia et Balerdi qui sont chargés de trouver les ballons qui vont être mis dans le demi-espace. Et Balerdi, ça va, mais Kondogbia, il fait vraiment pas un bon match sur ça. Par exemple, il y a quelque chose qu'ils ont quasiment jamais utilisé, l'un comme l'autre, c'est les passes laser. Les passes laser pour arriver dans le demi-espace, dans l'interligne, j'en ai quasiment jamais vu. Et j'ai trouvé que Kondogbia, c'était pas assez fort pour organiser le jeu d'une telle équipe. Et face à un bloc aussi bas que celui de Reims, ouais, il te fallait du Bennacer dès le départ. Et c'est normal que Deserbi rectifie à la mi-temps en faisant rentrer Bennacer, parce que ça sert à rien d'avoir un Kondogbia avec son profil un peu plus défensif face à une équipe qui joue autant bloc bas. En fait, c'est pas utile. Donc voilà, dans la timidité, voilà ce que j'ai vu aussi, c'est que du coup les Marseillais, Reims joue très axial, laisse plus ou moins les côtés aux Marseillais, et le problème c'est que les ailiers, qui sont donc du coup plutôt les pistons, hein, sont pas assez soutenus. À chaque fois ils sont en 2 contre 2, ou alors en 2 contre 3 les Marseillais dans cette zone, et pendant tout le match on se demande pourquoi il n'y a personne ici. Pourquoi il n'y a jamais quelqu'un qui vient ici pour apporter un petit surnombre sur l'aile, pour ensuite avoir plus de solutions, de dédoublement, de permutation, pour voilà, un peu perdre le bloc rémois. Là, ils ont été tellement scolaires dans ce match, les Marseillais, que plus le temps passait, mieux les Rémois étaient organisés, et plus c'était difficile pour eux de trouver des espaces. Et ils ont pas changé les choses suffisamment tôt. Voilà, une autre situation, pareil, l'ailier il est complètement esselé, et du coup dans ce match où du coup les ailiers sont un peu esselés, et ben Marseille a un peu joué à pile ou face. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait 50 centres. Complètement dingue. J'ai rarement vu une équipe faire 50 centres dans un match. Et 8 qui ont trouvé un preneur. Donc c'est un pourcentage très très bas. Et les Rémois, en fait, ils se sont régalés tout le match. Ça avait pas de sens. Tactiquement, ça avait pas de sens. Et sur ça, Deserbi peut être pointé du doigt. Il aurait dû réagir tactiquement beaucoup plus rapidement que ça. Et ne pas laisser son équipe s'engluer dans un schéma de jeu qui juste faisait le bonheur des Rémois, qui étaient tous concentrés dans l'axe du terrain, sont tous aussi très bons de la tête, et ont pris tous les ballons, ont tout dégagé, et ont pas vraiment souffert. Pareil, en plus, quand tu centres pour qui? Parce que là, t'as Gouiri en pointe. Gouiri, j'ai regardé, 95% des attaquants dans le football européen ont des stats meilleures de la tête que lui. Il est flop 5% dans ce domaine-là. Donc tu veux centrer pour qui si t'as du Gouiri? Le joueur idoine à trouver, ce serait Adrien Rabiot, mais dans ce match-là, il s'est pas du tout suffisamment projeté. Il a commencé un peu plus à le faire en seconde période, et c'est pour ça qu'il y a cette petite bulle là sur la heatmap de présence dans la surface, qui est aussi due à toutes les fois où il est présent ici sur corner. Mais dans l'ensemble, du coup, il n'y avait pas de Rabiot dans la surface, donc c'était centré pour Gouiri. Franchement, plan de jeu, on se dit là, non, là, Deserbi, ça n'a pas été bon là sur ce coup-là. À la fin du match, ils trouvent la solution. Ils comprennent comment il faut attaquer pour déstabiliser les Rémois, et ils font enfin ce surnombre sur les ailes. Ils viennent aider les pistons, les ailiers, et là ça a créé du jeu. Mais voilà, vous voyez, la première action de ce type-là, c'est la 89e, il y a 3-1, bon, un peu tard. Donc voilà, là ils vont décaler, et là vous voyez, ils ont créé un 3 contre 2, et là du coup, ça permet des redoublements de passes, et de trouver le 3e homme libre, libéré par l'appel sacrifice de celui-ci. C'est Greenwood qui envoie une mine, qui passe à côté. Mais voilà, c'est une occasion où ça y est, ils ont créé un déséquilibre, ils ont pu se procurer une occasion assez claire, même si ça reste une frappe de loin. Un peu plus tard, on est à la toute fin du match, 96e, ils le refont, surnombre encore sur l'aile, tac, ça redécale Greenwood, et là il prend une bonne frappe, cette fois il la cadre, bel arrêt de Diouf, qui a fait un top match. Mais voilà, mais bon, c'est pas normal d'attendre 85 minutes du match pour voir ça. Marseille doit trouver ces solutions-là avant, et comprendre que l'interligne ici, s'il est bloqué, eh ben, il faut créer des surnombres sur les ailes. Donc voilà, un peu timide les Marseillais, ils n'ont pas osé assez monter leur bloc, ils n'ont pas osé assez mettre de joueurs proches de la boîte, parce qu'ils ont trop voulu se protéger défensivement face à une équipe contre laquelle je pense que c'était pas nécessaire d'avoir autant de crainte. 4e point, la défense est trop faible. La défense de Marseille est trop faible. Et en plus de ça, est malchanceuse.
16e minute, il y a ce fait de jeu, Balerdi qui semble blessé, qui va discuter avec Deserbi et lui dit que ça va, qu'il peut continuer, il continue, et il va directement être fautif sur le premier but rémois. On a cette longue transversale ici, d'un rémois. Ici, la passe, qu'elle arrive, pourquoi pas, mais par contre, Nakamura est droitier, et Balerdi, t'as juste pas le droit du tout de lui ouvrir le pied droit pour bloquer le côté gauche. T'es défenseur, là, tu le laisses partir côté gauche, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Tu le serres, mais tu dois lui fermer le côté de son bon pied. Mais, comme je vous dis, Balerdi était un peu blessé. Il boitillait depuis au moins 15 minutes. Et donc, il a pas les bons appuis. Il est pas assez réactif. Nakamura s'offre un angle de frappe, tire. Rui est pas parfait sur le coup. Hein. La frappe, elle est cotée à 0,18 en post-shot expected goal. C'est-à-dire que normalement, elle doit rentrer 18% du temps. Donc pas non plus une frappe de malade, mais Rui, un peu fautif, peut-être un peu masqué aussi. Qui la prend, les Rémois qui ouvrent le score là-dessus. Voilà. Plus de Balerdi, 3 minutes après le but, du coup il sort. Et là, premier choix un peu suspect de Deserbi, il fait rentrer Neil Maupay. Alors qu'on aurait pu s'attendre, peut-être, je sais pas moi, du Murillo, du Dedic, du Luis Garcia, j'en sais rien, enfin un profil un peu défensif. Non, il fait rentrer Neil Maupay. La conséquence de l'entrée de Neil Maupay, c'est que du coup, on va le voir là sur le deuxième but, ballon perdu par Dedic, qui se retrouve à devoir courser dans la profondeur les joueurs rémois et qui se retrouve en fait à être le troisième central, c'est Rongier. Et je sais vraiment pas si t'as vraiment envie d'avoir Rongier dans ce genre de grands espaces. Et la suite du match va montrer que la réponse est non. Donc là, ici, la passe de Ito, elle est ratée pour Nakamura. Elle est pas bien mise. Et Rongier a le temps de revenir. Et puis là, on sait pas trop ce qu'il fait. Il réussit finalement à pas prendre le ballon, à perdre le duel. Nakamura arrive à la donner à Diacon. Et là, pareil, Cornelius, c'est pas possible. T'es au duel comme ça avec un mec ici, jamais il doit pouvoir frapper. S'il frappe à la limite premier poteau, je veux bien que tu la contres pas s'il frappe premier poteau. Parce que du coup, ok, tu mets ton pied, il frappe premier poteau, c'est le rôle du gardien. Mais que le mec arrive à la mettre pleine lucarne du deuxième poteau, et toi tu défends sur lui, c'est que tu défends mal. Tu défends mal, et là on le voit, c'est pas normal ici que son corps soit positionné comme ça et qu'il laisse un angle de frappe au mec. Jamais il a le droit de faire ça. Ça pareil, c'est un but qui a un peu de nulle part en réalité dans cette position-là. Tu dois pas permettre à l'attaquant de mettre un but. Ça souligne la faiblesse défensive de Marseille et de Cornelius sur cette action-là. Là ici pareil, je vois des choses un peu plus tard là, 64e minute. Je me dis mais non, aucune grosse équipe a le droit de faire ça. Là le gars on le voit même pas. Alors je sais plus qui c'est. Il y a 2 Marseillais sur lui, il a rien, il peut rien faire. Il réussit à partir sur le côté, Dedic est censé le cadrer. Là pareil, jamais ce mec-là il doit pouvoir faire quoi que ce soit. Ça doit finir soit en touche, à la limite corner, mais jamais il doit pouvoir faire quoi que ce soit dans cette position. Seconde plus tard, le mec il arrive à lâcher un centre. Dedic a réussi à pas contrer ça. C'est pas normal, c'est absolument pas normal. Et ça donne une grosse occasion. Il y a tête derrière, il y a arrêt de Rui, la tête ça l'a un peu plus croisée, c'est ficelle en fait. Donc voilà, je vois ce genre de faiblesse défensive. Et pareil, à la fin, encore cette histoire de plus de Balerdi, c'est Rongier qui se retrouve là. Et quand t'as Rongier qui est là, Tangana, là, quand il reçoit le ballon, il part. Rongier, il a pas les cannes, il a pas la vitesse pour rattraper du Atangana. Et bon, voilà, Atangana qui va conclure tranquillement, ça fait 3-0. Les notes des Marseillais sur ce match ont été assez catastrophiques. Côté rémois, gros match de Nakamura, j'ai beaucoup aimé aussi Okumu. Bref, mais voilà, et on voit, les pistons, ça n'a pas fonctionné. Luis Enrique Merlin, comme je disais, trop esselé, pas d'aide sur les côtés, donc ils n'ont rien pu faire, ils ont centré dans le vide pendant tout le match. Rabiot, pas forcément tout le temps bien positionné, jamais vraiment dans la surface à la réception des centres. Greenwood, pareil, pas aidé, on peut même pas lui en vouloir. Rongier se retrouve en défense centrale, tu veux que je dise quoi, Rongier, c'est chaud pour lui. À la défense centrale, Lirola qui doit être titulaire dans cette équipe sur ce match-là, bon, déjà rien que ça, c'est... Voilà, bon. Pas top. Je vois le match contre Lens aussi, pareil, défensivement, le but qu'ils prennent, c'est pas normal. Alors là,
belle passe ici dans l'espace. Bon, Balerdi est mal positionné, mais ça arrive. Les erreurs comme ça, c'est inévitable. Il y en a tout le temps, de temps en temps dans les matchs. On peut pas blâmer les joueurs sur ça. Mais c'est derrière que par contre tu dois être solide. Là, ici, on voit quoi? On voit qu'en fait, c'est Rongier et Luis Enrique. Pareil, c'est encore Rongier qui se retrouve là. Et là, Luis Enrique, bon, à sa décharge, c'est la 93e minute, il doit être un peu claqué. Mais son move, c'est n'importe quoi. Regardez l'action, il se retrouve là. Comment il peut ne pas être là? Il a fait quoi comme course là en fait? Il est allé couvrir au cas où le mec repartait vers la touche au lieu de protéger l'axe. Ça a aucun sens. Donc là, bon bah voilà, ils se font punir, ils perdent ce match contre Lens. Un match qu'ils avaient plutôt dominé, un match dans lequel ils avaient plutôt bien joué, parce qu'en plus les Lensois leur avaient laissé les interlignes. Donc là, ils pouvaient s'éclater, faire des remises Joga Bonito dans l'interligne. En plus, il y avait Højbjerg. Il y a eu des super combinaisons marseillaises. Mais bon, c'est un match perdu parce que là, défensivement, tu fais quelque chose qui est pas au niveau, quoi. De manière générale, Marseille est numéro 1 de Ligue 1 au niveau du nombre d'erreurs aboutissant à un tir. Donc voilà, hein, ça, c'est ce qu'on disait. Défensivement, c'est pas possible. Tu peux pas prétendre faire top 2 de Ligue 1 si tes joueurs sont ceux qui font le plus d'erreurs, qui mènent à des actions de but, quoi. Et puis en plus, Marseille n'a pas été hyper bon au niveau discipline. Ils sont 3e de Ligue 1 avec 6 cartons rouges, enfin 2e ex aequo avec Montpellier. Alors qu'ils n'ont pas un volume de cartons jaunes si élevé que ça, mais ils ont été assez sévèrement punis en Ligue 1 cette saison. L'effectif, de manière générale, en fait, on le voit par rapport à cette défense, il est déséquilibré. Si on regarde du coup les défenseurs, ben on a quoi? Alors là en ce moment en plus c'est terrible, on a Luis Felipe blessé, Balerdi qui maintenant est blessé, peut-être out jusqu'à la fin de la saison. Et après on a plein de joueurs sur lesquels le niveau c'est un peu une inconnue, quoi. Dedic, honnêtement, acheter 1,5 million de Salzbourg. Ouais, je crois que c'est Salzbourg. Ouais. Bon, coté à 15 millions, je sais pas trop pourquoi. Un mec acheté 1,5 million qui un peu plus tard est coté à 15 millions, je trouve ça un peu suspect, mais bon. Cornelius, bon ben, on croit que c'est pas top. Hein. Alors après, dites-moi, hein, moi j'ai vu 4-5 matchs de Marseille. Là, je pense qu'il y aura peut-être des supporters marseillais qui vont regarder la vidéo. Dites-moi hein, s'il y a des joueurs où je passe à côté, où je suis pas au courant qu'en fait c'est très bon. Mais moi, de ce que je vois là, j'ai l'impression que c'est pas fou. Cornelius, pas fou. Lirola, c'est pas fou du tout. Ulysse Garcia, pareil, il a déjà 29 ans. C'est quasiment un kidam. Bon, c'est pas dingue. Murillo, pareil, le niveau a l'air d'être vachement fluctuant. Et Chancel Mbemba, qui a été très bon il y a quelques années à Marseille, enfin, même juste l'année dernière d'ailleurs, il est au placard. Enfin, plutôt il y a 2 ans, il était très bon. L'année dernière, un peu moins. Mais il est au placard. Donc du coup, tu fais comment? Si on regarde le coût total de ces 9 défenseurs, ça fait 78 millions, donc ça fait un coût moyen à 8,7 millions. Et encore, c'est gentil parce que, je vous dis, Dedic, j'ai l'impression que c'est un peu surcoté quand même, son 15 millions. Et là, si t'enlèves du coup le fait que Balerdi soit blessé, que t'as pas Luis Felipe et que Dedic, tu baisses la valeur, tu dois être à un coût moyen d'à peu près 5 millions hein, pour les défenseurs marseillais. C'est complètement déséquilibré par rapport à quand tu vois la qualité des joueurs au milieu de terrain. Quand t'as du Højbjerg, du Benasser, du Rabiot, du Kondogbia, tu te dis l'équipe elle est pas homogène en fait. Le niveau des joueurs est pas homogène à chaque ligne. Et du coup, le mercato hivernal, qui est censé venir pour justement se rendre compte de ce genre de choses, il a été plutôt en trompe-l'œil en fait. Parce qu'on se dit quoi? On voit le mercato hivernal, on se dit ah ouais, Guiri, top joueur. On fait venir Dedic parce que à droite Murillo et puis comment il s'appelle le deuxième qui joue à droite? Non, il y en a pas d'ailleurs. Il y a un deuxième, je sais plus s'il y a un deuxième joueur qui est arrière droit à Marseille à part Murillo. Bon, là il y a Luis Enrique qui a utilisé piston, mais je crois pas qu'il y ait de vrais défenseurs droits. Donc Dedic, bon pourquoi pas. Benasser, bonne opportunité. Bon, il a que 27 ans Benasser, hein. C'est plutôt un bon prospect qui vient. Mais derrière, pour renforcer cette défense qui a que Balerdi, Cornelius en vrai décès, tu prends un Luis Felipe, dont on connaît pas trop le niveau, c'est pas fou, finalement il a pas trop joué, et tu te dis, non, en fait il fallait un deuxième central. Parce qu'en plus, dans le même temps, tu te sépares de Brassier. Alors ok, Brassier, il a pas fait un bon début de saison,
mais tu te tires un peu une balle dans le pied, si t'as des blessures ou des choses, t'as vraiment plus grand chose derrière, quoi. Pareil avec Ismaël Koné. Ismaël Koné, bon, il se fait prêter, mais en fait, dans l'optique de dire si t'as un blessé en défense centrale, ok, Koné, il va pas venir dépanner en défense centrale, mais tu sais que t'as la possibilité de faire descendre Højbjerg. Donc du coup, il te faut quelqu'un de plus au milieu de terrain. Il y a des vases communicants, quoi. C'est soit t'achètes un nouveau défenseur central pour t'étoffer, soit tu te dis ok, bon ben on considère qu'Højbjerg fera l'affaire si y a trop de blessés et qu'on a un milieu supplémentaire en backup. Donc pareil, ce mercato hivernal finalement, peut-être pas si fou que ça. De Zerbi maintenant, il a quand même une communication assez spéciale et un management qui sont un peu radicales. Je suis pas certain que ce soit les meilleures choses à faire pour donner confiance à son équipe. Déjà, la phrase là qu'il a sortie après le match contre Reims, sans Balerdi, on n'a pas de défenseur rapide, ça nous a coûté. Quand il n'est pas là, l'équipe change. On perd souvent quand il est absent. Donc là, t'as un mec qui va être absent jusqu'à la fin de saison. Et toi, tu sors en conférence de presse qu'on perd souvent quand il est absent. On n'est pas bon quand il n'est pas là. Et là, en fait, tu vas devoir faire tout le reste de la saison sans lui. Ben, je sais pas. Je suis pas certain que ce soit top niveau communication par rapport au reste du groupe. Et je suis pas certain non plus que l'OM soit pas un peu précipité sur les cas de Wai, Koné et Brassier. C'est quand même très radical d'avoir 3 arrivées estivales. C'est assez rare d'ailleurs, hein, d'avoir 3 joueurs arrivés pendant l'été qui quittent le club dès le mercato hivernal. Alors évidemment, on a tous en tête le flop total du mercato estival rennais et qui a conduit un peu au même scénario, voire pire, côté rennais que ce que Marseille a fait. Mais c'est des joueurs quand même assez jeunes, à potentiel. Je trouve ça quand même dommage d'envoyer comme message que dans ton club, c'est soit tu performes tout de suite, soit tu t'en vas. Je sais pas, je suis pas certain. Ça pareil, dites-moi les vrais suiveurs marseillais dans les commentaires ce que vous avez pensé de ça. Est-ce que vous auriez préféré que Wai reste un peu plus, Koné aussi, et voire Brassier? Ou est-ce que c'est moi qui me plante parce que vraiment ils étaient trop loin du niveau espéré? En tout cas, moi je trouve ça suspect. Du coup, pour la fin de saison, c'est quoi les solutions pour Marseille et qu'est-ce que Marseille peut espérer? Honnêtement, là, vu comme les choses sont parties, je le dis, sur les 10 derniers matchs, Marseille a sous-performé par rapport à ce qui était attendu. Donc, normalement, c'est une équipe qui devrait pouvoir faire le taf. Le problème, c'est que là, tu as perdu Balerdi, donc tu vas vraiment être handicapé défensivement, là, sur toute la fin de saison. Et l'autre chose aussi à voir, c'est que sur la même période, les autres équipes qui sont à la lutte avec Marseille sont aussi en sous-performance. Et pourtant, elles sont passées devant. Donc c'est pas comme si on peut dire ouais, Monaco ils sont en train de surperformer de fou en ce moment, donc bon, ça peut se calmer. Non, Monaco ils sous-performent. D'ailleurs ils sous-performent énormément. Monaco il devrait avoir 6 points de plus. C'est une des équipes qui sous-performe le plus depuis le début de saison. Il devrait être à 56 points, quand Marseille en stats avancées devrait être à 44. Donc 12 points d'écart en stats avancées sur les deux équipes. A priori, Monaco quand même ça devrait pouvoir rester devant. Maintenant du coup faut regarder Nice, faut regarder Lille, et ces équipes-là, elles semblent être sur de meilleurs lancers que les Marseillais pour finir. Et se pose la question du plan de jeu. Quel plan de jeu va utiliser De Zerbi, sachant que maintenant t'as plus Balerdi. Si on garde le système actuel, le truc qu'on imagine, c'est qu'on imagine que c'est Højbjerg qui va descendre et qui va prendre juste la place de Balerdi, et que du coup c'est Bennacer qui va être titularisé au milieu avec Rongier, et toujours du coup les pistons, Merlin, Henrique. Puis on aurait du Greenwood, ce Rabiot à gauche, hein, là c'était la même chose contre Reims, hein, c'est ce qui a annoncé Rabiot à gauche, si ou pas vraiment dans cette zone-là en réalité, mais bon, c'est comme ça que c'est annoncé sur le schéma de départ. Et du Guiri, t'as cette possibilité-là. L'autre possibilité, c'est que tu décides d'être plus incisif sur l'aile gauche en mettant un vrai joueur capable d'être ailier gauche avec Guiri, et que tu recentres Rabiot avec Rongier, et que du coup tu remets Maupay titulaire. Mais en fait, quand on regarde l'effectif et les joueurs disponibles, ben théoriquement, t'as pas vraiment l'effectif pour jouer en 3-4-3 par rapport aux hommes dont tu disposes. La logique, en fait, voudrait que l'OM revienne à une défense à 4, avec Dedic ou Murillo à droite, Cornelius et Kondogbia dans l'axe,
Højbjerg en sentinelle, Rabiot Rongier, et puis tu mets du Greenwood et tu rebascules Luis Enrique ailier droit et plus piston en fait. Est-ce que c'est le choix fort que De Zerbi va faire? Je sais pas du tout. Pareil, hein, les suiveurs, dites-moi pour vous comment l'OM doit finir cette saison, c'est quoi la compo que vous aimeriez voir, vous, et le système mis en place. Voilà, beaucoup d'inconnus sur cette équipe. Pour conclure, je dirais que Marseille n'est pas aussi bas que certains peuvent le dire. Comme je l'ai dit, il y a cette sous-performance sur les 10 derniers matchs qui doit permettre de nuancer quand même le bilan marseillais et qui doit permettre aux supporters de rester relativement optimistes. Maintenant, il va quand même falloir faire sans Balerdi, il va quand même falloir faire avec un De Zerbi qui a connu des saisons un peu galères et des fins de saison un peu galères, notamment durant sa dernière année à Brighton. Sur les 10 derniers matchs, il n'y a qu'une seule victoire, il y a 6 défaites et il y a 3 matchs nuls. Il est capable de vriller suffisamment pour perdre son groupe. Et donc vraiment, il y a... Pour moi, c'est du 50-50. Est-ce que Marseille va être top 3 de Ligue 1 et donc en Ligue des Champions? Je dirais qu'actuellement, avec les éléments dont moi je dispose, avec ma petite connaissance de Marseille, je dirais que c'est du 50-50. Je suis certain qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent être dites. Je suis certain que j'ai peut-être dit des bêtises aussi à des moments dans cette vidéo. Et c'est pour ça que je compte sur vous pour contribuer dans les commentaires, pour qu'avec les commentaires, on puisse avoir le topo le plus exhaustif et le plus objectif possible sur cette équipe. Voilà. On se retrouve comme d'habitude en live ce dimanche 20h30. Et puis sinon, la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. Merci encore pour tout le soutien et bonne soirée à vous. Ciao.